Nous sommes en 1848, en Géorgie, une terre où le soleil de plomb écrase les champs de coton qui s'étendent à perte de vue. L'air est lourd, épais, saturé de l'humidité du sud et de la souffrance silencieuse de centaines d'esclaves. C'est dans ce décor que se dresse le domaine Vance, une plantation dont la grande maison blanche aux colonnes majestueuses cache une brutalité sans nom. Ici, la loi des hommes n'a que peu de valeur face à la volonté du maître. La société est un édifice rigide, où chaque personne a sa place. Le propriétaire blanc au sommet, sa famille juste en dessous, et tout en bas, considérés comme de simples biens, les esclaves qui travaillent la terre du lever au coucher du soleil. La richesse générée par le coton a bâti des fortunes, mais elle a aussi forgé un système où la cruauté est une méthode de gestion, et la justice un concept qui ne s'applique que à ceux qui possèdent la terre et les vies qui s'y trouvent. C'est un monde de pouvoir absolu, où la moindre fissure dans l'autorité est perçue comme une menace mortelle. Le maître absolu de ce domaine est le juge Alistair Vance. À 55 ans, c'est un homme dont la stature imposante n'est égalée que par la froideur de son regard. Son titre de juge n'est pas une simple formalité. Il l'exerce avec une main de fer, non seulement au tribunal du comté, mais surtout sur ses propres terres, où sa parole est loi et sa sentence, irrévocable. Pour Alistair, tout est possession. Ses champs, ses esclaves, et même sa femme, Eleanor. Il la considère comme un bien défectueux, une déception, car, après des années de mariage, elle ne lui a pas donné d'héritier. Son honneur et sa réputation auprès des autres planteurs sont les seules choses qui comptent à ses yeux. Il est un homme sadique, qui prend plaisir non pas seulement à punir, mais à mettre en scène la punition, à transformer la douleur en un spectacle public, pour réaffirmer sa domination et inspirer la terreur. Personne n'ose le contredire, car tous connaissent l'étendue de sa cruauté et son absence totale de pitié. L'acte qui allait tout changer se produisit un matin d'été étouffant. Sans aucun avertissement, le juge Alistair Vance ordonna à tous les esclaves de la plantation de se rassembler devant la grande maison. Il se tenait sur le porche, dominant l'assemblée silencieuse et craintive. À ses côtés, droite et pâle, se tenait son épouse, Eleanor. D'une voix forte, dénuée de toute émotion, Alistair annonça qu'un procès aurait lieu ce soir-là. L'accusée était sa propre femme, Eleanor Vance, et le chef d'accusation était insubordination et manquement aux devoirs conjugaux. Le choc parcourut la foule, mais le pire restait à venir. Avec un sourire cruel, il révéla le détail le plus pervers de son plan. Le jury qui déciderait du sort de sa femme serait composé d'un conseil de ses plus vieux esclaves. Il transformait ainsi les opprimés en instruments de sa tyrannie, les forçant à participer à l'humiliation publique de leur maîtresse dans une mise en scène macabre conçue pour briser l'esprit d'Eleanor et prouver à tous que son pouvoir était sans limite. Si le début de cette histoire a capté votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces récits puissants. Eleanor Vance n'était pas une épouse de planteur ordinaire. À 32 ans, elle possédait une éducation et une intelligence vive qui la distinguaient des autres femmes de son rang, des qualités que son mari considérait non pas comme des atouts, mais comme des défauts. Piégée dans un mariage sans amour et sans enfant, elle était devenue le symbole vivant de l'échec d'Alistair, à produire un héritier, une tare sur son honneur. Elle passait ses journées dans la solitude de la grande bibliothèque, trouvant un maigre réconfort dans les livres que son mari méprisait. Pour le juge Vance, elle était qu'une possession défectueuse, un objet qui avait failli à sa seule et unique fonction. Cette perception la rendait incroyablement vulnérable, car dans ce monde, une femme sans la protection d'un mari puissant et sans la légitimité d'un fils était moins que rien, une simple ombre attendant d'être effacée. Sa dignité silencieuse et son esprit affûté étaient les seules armes qui lui restaient, mais face à la tyrannie d'Alistair, elle semblait bien dérisoire. La cruauté d'Alistair envers Eleanor était une affaire quotidienne, un poison lent administré avec une précision sadique. Il ne la battait pas physiquement. Sa violence était plus insidieuse, visant à briser son esprit plutôt que son corps. Il se plaisait à l'humilier publiquement, se moquant de ses opinions lors des dîners avec d'autres planteurs, la traitant d'intellectuelle stérile dont les idées n'avaient aucune valeur. Il lui interdisait de gérer les affaires domestiques, un rôle traditionnellement dévolu à la maîtresse de maison, confiant cette tâche à une esclave de confiance pour souligner son inutilité. Le conflit entre eux était un bras de fer silencieux. Sa soumission apparente cachait une résistance passive, un refus de se laisser anéantir. Chaque livre qu'elle lisait en secret était un acte de défi. Chaque regard qu'elle soutenait sans ciller était une petite victoire. Mais Alistair,
sentant cette force intérieure qu'il ne pouvait pas briser, décida qu'il était temps d'employer des méthodes plus extrêmes pour la détruire une bonne fois pour toutes. Le matin du procès, Eleanor fut tirée de sa chambre par 2 surveillants et conduite sur le porche, où Alistair l'attendait. Elle se tenait là, vêtue d'une simple robe de jour, le visage pâle mais la posture droite, refusant de lui donner la satisfaction de voir sa peur. Devant elle, rassemblés dans la cour poussiéreuse, se trouvaient tous les esclaves de la plantation, leurs visages impassibles masquant une myriade d'émotions. La crainte, la curiosité, et peut-être même une pointe de pitié. Le silence était absolu, seulement troublé par le bourdonnement des insectes dans la chaleur suffocante. Quand Alistair prit la parole pour annoncer le procès de sa propre femme, un murmure parcourut la foule. Eleanor sentit le poids de centaines de regards sur elle. Mais le sien resta fixé sur son mari. Elle comprenait enfin la nature de son plan. Il ne s'agissait pas d'une simple répudiation, mais d'un spectacle d'anéantissement, une mise en scène macabre pour la déshumaniser aux yeux de tous. Si vous êtes touché par le courage d'Eleanor face à cette injustice, prenez un instant pour soutenir notre travail en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Alistair savourait chaque instant de son triomphe apparent. D'une voix forte et claire, il commença à énumérer les chefs d'accusation. Il accusa Eleanor d'insubordination chronique, transformant sa culture et son intelligence en arrogance. Il prétendit qu'elle avait remis en question ses décisions commerciales, semant la discorde et le doute. Il l'accusa de manquement à ses devoirs conjugaux. Une allusion à peine voilée à son incapacité à lui donner un héritier, la cause de toutes ses frustrations. Chaque mot était une pierre jetée sur sa réputation, chaque phrase une distorsion de la vérité conçue pour la peindre comme une épouse rebelle et indigne. Il la dépouillait de son statut, de son honneur, la réduisant à une criminelle devant une audience d'esclaves. Était l'humiliation suprême, un acte d'une cruauté psychologique inouïe. Eleanor écoutait, son cœur battant à tout rompre, mais son visage restait un masque de marbre. Elle savait que toute réaction de sa part ne ferait qu'alimenter le spectacle de son mari. Puis vint le coup de grâce, le détail le plus pervers de sa mise en scène. Alistair annonça que le jury qui déciderait de son sort ne serait pas composé de ses pairs, mais d'un conseil de ses plus vieux esclaves. Il désigna nommément 5 hommes, dont Samuel, un homme âgé et respecté, connu pour sa sagesse et sa capacité à lire. Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée, tant chez les esclaves que chez les quelques voisins blancs venus assister au spectacle. En forçant les opprimés à devenir les instruments de sa tyrannie, Alistair les plaçait dans une position impossible, et abaissait sa femme au-dessous même de ses propres biens. Il pensait ainsi la briser complètement, la laissant seule et sans aucun allié. Mais alors que son regard croisait celui de Samuel, Eleanor ne vit pas la pitié ou le mépris qu'elle attendait. Elle vit une lueur, une étincelle d'intelligence et de haine contenue, qui lui fit comprendre que dans ce théâtre de la cruauté, une opportunité inattendue venait peut-être de se présenter. Le procès commença bien avant le soir, car Alistair Vance était un metteur en scène qui aimait prendre son temps pour construire son drame. D'une voix forte, il exposa les règles de cette parodie de justice. Eleanor ne serait plus appelée « Madame Vance » ou « Maîtresse ». Devant cette cour improvisée, elle n'était que « errer l'accusé ». Son statut, son nom, son mariage, tout lui était retiré. Il se désigna lui-même comme procureur, celui qui présenterait les preuves de sa culpabilité. Le conseil d'esclaves, mené par Samuel, agirait en tant que jury, et aurait le devoir de peser les faits. Quant à la sentence, Alistair se la réservait, mais il précisa, avec un sourire carnassier, que le verdict du jury guiderait sa main. Il créait ainsi une illusion de procédure, un cadre légal factice pour légitimer l'acte de cruauté qu'il s'apprêtait à commettre. Chaque mot était calculé pour la dépouiller de sa dignité et la placer dans une position de vulnérabilité absolue, sans défense ni recours possible. La première humiliation fut physique, conçue pour marquer sa chute de manière visible et immédiate. Alistair ordonna à 2 de ses surveillants de s'approcher d'Eleanor. Sous les yeux de tous, ils lui retirèrent ses chaussures délicates, la forçant à se tenir pieds nus sur la terre battue et chaude, comme le plus humble des esclaves des champs. Puis, il fit apporter un simple châle en toile de jutrèche, semblable à ceux portés par les femmes esclaves, et ordonna qu'on le lui jette sur les épaules, recouvrant la soie de sa robe. Ce geste était d'une violence symbolique inouïe, il ne la déshabillait pas, il la reclassait socialement. Elle était plus la maîtresse de maison, mais une chose déchue, marquée par les attributs de la servitude. Un frisson parcourut l'assemblée, un silence encore plus lourd s'installa. Eleanor, tremblante, mais le dos toujours droit, endura l'affront sans verser une larme, fixant un point lointain au-delà de la foule, refusant d'accorder à son mari la satisfaction de sa détresse.
Son statut anéanti, il fallait maintenant la déposséder de son espace. Alistair déclara que l'accusée ne pouvait plus souiller la grande maison de sa présence. Il ordonna qu'elle soit conduite dans l'une des cabanes vides du quartier des esclaves pour y attendre son jugement. Était-elle, étape finale de sa dégradation. Être confiné dans ces murs de bois brut, sur un sol en terre battue, dans la chaleur étouffante et l'odeur de la pauvreté, était une façon de la forcer à vivre, ne serait-ce que pour quelques heures, la condition de ceux qu'elle avait toujours côtoyés de loin. 2 hommes la prirent par les bras et la traînèrent sans ménagement à travers la cour, sous les regards partagés des esclaves, partagés entre la peur et une pitié interdite. La porte de la cabane se referma sur elle, la plongeant dans une semi-obscurité. Dehors, le soleil continuait de frapper. Mais pour Eleanor, le monde venait de s'éteindre. Elle était désormais une prisonnière sur ses propres terres. Depuis sa place désignée parmi les jurés, Samuel observait la scène, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Il comprenait mieux que quiconque la perversité du plan d'Alistair. Le maître ne se contentait pas de punir sa femme. Il les utilisait, eux, ses esclaves les plus âgés, comme les instruments de cette punition. Était un piège diabolique. S'ils la condamnaient, ils devenaient complices de l'injustice. S'ils la quittaient, ils signaient leur propre arrêt de mort. Il n'y avait pas de bonne décision. Alors qu'Eleanor était emmenée, son regard croisa celui de Samuel pour une fraction de seconde. Il n'y eut ni mépris ni supplication, mais une dignité farouche qui le frappa. Il vit une femme acculée, mais pas encore brisée. Cette force silencieuse éveilla en lui une étincelle de respect, mais aussi une profonde inquiétude. Il sentait que ce procès ne serait pas aussi simple qu'Alistair le pensait, et que le rôle qu'on le forçait à jouer pourrait bien être le plus dangereux de sa longue vie. Enfermée dans la cabane obscure, Eleanor sentit pour la première fois le poids écrasant du désespoir menacé de la submerger. La chaleur était suffocante, l'air vicié. À travers les fentes des planches de bois, elle pouvait entendre les bruits de la plantation qui continuait de vivre, indifférente à son sort. Elle passa ses mains sur le tissu rugueux du châle, sentit la poussière sous ses pieds nus. Tout ce qui constituait son identité, Mikonkiko-Azikone, son statut, son éducation, sa fierté, avait été méthodiquement démantelé en l'espace d'une matinée. Elle était seule, sans aucun allié, livrée à la merci d'un homme qui prenait plaisir à sa souffrance. Les larmes qu'elle avait si vaillamment retenues commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. Était son point le plus bas, le moment où la résistance semblait futile. Dans cette prison de bois, elle était plus Eleanor Vance, la dame du domaine. Elle était plus rien, une coquille vide attendant le coup de grâce. Alistair ne laissa aucun répit à son public, ni à sa victime. Au lieu d'attendre le procès du soir, il passa l'après-midi à construire son accusation publiquement. Il fit apporter de la bibliothèque les livres d'Eleanor, ses recueils de poésie et ses ouvrages de philosophie. Il les empila au milieu de la cour comme des pièces à conviction. D'une voix moqueuse, il en lisait des passages à la foule, principalement composés d'esclaves illettrés, déformant chaque phrase pour la faire passer pour la preuve de son arrogance et de son insubordination. Il présentait son intelligence non comme une qualité, mais comme un péché, une prétention à se croire supérieur à son mari et à son rôle de épouse. « Voyez !» criait-il en brandissant un livre. Pendant que vous travailliez sous le soleil, elle remplissait sa tête de futilité et de pensées rebelles. Il transformait sa culture en crime, détruisant la seule chose qui lui appartenait vraiment, son esprit. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes pourpres et orangées, l'atmosphère sur la plantation devint encore plus sinistre. Des torches furent allumées tout autour de la cour, projetant des ombres dansantes sur les visages tendus des esclaves et des quelques voisins curieux, qui s'étaient rassemblés. Une table et une chaise furent installées sur le porche pour Alistair, le transformant en un trône de juge. En face, on plaça un simple tabouret pour l'accusé. Les 5 jurés esclaves, dont Samuel, furent assis sur un banc de bois sur le côté, pris au piège entre le marteau et l'enclume. La porte de la cabane s'ouvrit, et Eleanor fut conduite au centre de ce théâtre macabre. Épuisée, souillée par la poussière et l'humiliation, elle semblait infiniment fragile sous la lueur vacillante des flammes. Le silence était total. Alistair se leva, savourant son pouvoir. Le procès allait commencer, et pour tous les témoins présents, il ne faisait aucun doute qu'il n'y aurait qu'une seule issue possible. Le procès débuta sous la lueur sinistre des torches. Alistair, se délectant de son rôle de procureur, commença par une longue tirade sur les devoirs d'une épouse et l'insupportable arrogance de celle qui se croyait supérieure à son mari. Il parlait fort, s'adressant autant aux voisins blancs qu'aux esclaves, cherchant l'approbation dans leurs regards.
Assise sur le tabouret, Eleanor, elle, écoutait, mais elle n'entendait plus les insultes. Le désespoir qui l'avait submergée dans la cabanesse était solidifié en une résolution froide comme l'acier. Elle comprit que son mari, dans son arrogance, lui avait offert la seule chose qu'elle n'avait jamais eue, une scène. Il voulait un spectacle, elle allait lui en donner un. Mais ce ne serait pas celui qui l'attendait. Elle ne se battrait pas pour sa vie ou sa liberté, car elle savait qu'elles étaient déjà perdues. Elle se battrait pour la seule chose qui lui restait, la vérité, et elle l'utiliserait comme une arme pour le détruire. Quand Alistair se tourna vers elle, le visage déformé par un rictus de triomphe, et lui demanda si elle avait quelque chose à dire pour sa défense, un silence profond s'installa. Tous s'attendaient à des pleurs, des supplications, ou un déni farouche. Au lieu de cela, Eleanor se leva lentement, sa silhouette frêle se découpant dans la lumière des flammes. Elle ne regarda pas son mari. Ses yeux cherchèrent et trouvèrent ceux de Samuel, le vieil esclave qui présidait le jury forcé. Son regard, n'était pas celui d'une victime implorant la pitié. Il était direct, intense, chargé d'une intelligence perçante. Était un appel silencieux, non pas à la compassion, mais à la compréhension. Elle lui transmettait un message sans parole. Écoutez attentivement. Ne vous fiez pas aux apparences. Le jeu est plus complexe que vous ne le pensez. Elle pariait tout sur la sagesse de cet homme qu'elle connaissait à peine, espérant qu'il verrait au-delà de la mascarade. Samuel, assis sur le banc de bois, reçut ce regard comme un choc électrique. Depuis le début de cette farce macabre, il était senti pris au piège, un pion impuissant dans le jeu cruel du maître. Mais dans les yeux de cette femme, il ne vit aucune résignation. Il vit un esprit en action, une combattante, qui n'avait pas encore déposé les armes. Il comprit instantanément qu'elle ne comptait pas se défendre de manière conventionnelle. Elle allait faire autre chose, quelque chose de bien plus dangereux et subtil. Une étincelle de respect, mêlée à une peur profonde, s'alluma en lui. Il sentit le poids de sa position non plus comme une malédiction, mais comme une responsabilité immense. Sans un mot, par une inclinaison presque imperceptible de la tête, il lui signifia qu'il avait compris. L'alliance la plus improbable venait de se nouer dans le silence, sous les yeux aveugles du tyran. « Je n'ai aucune défense à présenter », commença Eleanor d'une voix claire et posée, qui surprit l'assemblée par son calme. « Seulement des aveux. Mon mari m'accuse d'avoir interféré dans ses affaires. C'est la vérité. » Un murmure parcourut la foule. Alistair sourit, pensant qu'elle allait s'effondrer et lui faciliter la tâche. Mais elle continua, son regard toujours fixé sur Samuel. « J'ai contesté la vente de la parcelle nord l'année dernière. Non par arrogance, mais parce que l'acte de vente que le juge Vance m'a demandé de signer comme témoin, omettait de mentionner la vente des droits d'accès à la rivière, qui furent cédés séparément à un autre acheteur contre une somme en liquide. Une somme qui, je le crains, n'a jamais été consignée dans les registres de la plantation. » Elle avait parlé d'un ton neutre, comme si elle relatait un simple fait mais chaque mot était une bombe. L'effet fut immédiat. Le sourire d'Alistair se figea. Il ne s'attendait pas à une telle précision. Il s'attendait à des émotions, pas à des faits comptables. Les quelques planteurs voisins présents dans l'assistance échangèrent des regards furtifs et mal à l'aise. La fraude et évasion fiscale étaient des pratiques courantes. Mais les exposer ainsi, en public, était une violation impardonnable de leur code de conduite tacite. Alistair tenta de reprendre le contrôle, balayant ses propos d'un revers de main. « Les divagations d'une femme ignorante des affaires complexes !» cria-t-il. Mais le doute était semé. Eleanor n'avait pas nié l'accusation. Elle l'avait confirmée, mais en la retournant contre lui. Elle ne se défendait pas. Elle l'accusait, utilisant ses propres fautes comme des preuves irréfutables de ses crimes à lui. Le procès venait de changer de nature. Profitant de la confusion de son mari, Eleanor enchaîna, sa voix gagnant en assurance. « Mon mari m'accuse également de manquer à mes devoirs, c'est encore vrai. J'ai refusé de recevoir certaines de ses visites nocturnes dans ma chambre. » Elle marqua une pause, laissant le poids de cette insinuation s'installer. Particulièrement après ses voyages d'affaires au marché de la Nouvelle-Orléans, d'où il revenait avec des fièvres et des maux que notre médecin de famille ne parvenait pas à expliquer, mais qui semblaient se propager étrangement parmi les jeunes femmes du quartier des esclaves. Cette fois, le murmure fut un frisson d'horreur. Elle venait de faire allusion à des maladies vénériennes et à l'abus sexuel de ses esclaves, deux sujets tabous d'une violence inouïe. Elle se peignait comme une épouse insoumise, mais la raison de sa désobéissance la transformait en une figure de vertu protégeant sa propre santé et dénonçant la dépravation de son mari. Alistair devint blême. Il était tombé dans son propre piège. Chaque accusation qu'il avait formulée contre elle devenait une plateforme pour qu'elle révèle une de ses turpitudes.
Il avait voulu un procès public pour la détruire, mais elle le transformait en une confession publique de ses propres péchés. Le jury d'esclaves restait impassible, mais leurs yeux brillaient d'une lueur nouvelle dans la pénombre. Ils étaient les témoins silencieux de la chute de leur maître, orchestrée par la femme qu'ils étaient censés condamner. Samuel en particulier buvait chaque parole, mémorisant chaque détail. Il comprenait maintenant le plan d'Éléanore dans toute son ampleur. Elle ne cherchait pas à être innocentée. Elle cherchait à ce que la vérité soit entendue, même si s'établit était la dernière chose qu'elle ferait. Ce fut alors au tour du jury de poser des questions, une formalité qu'Alister avait incluse pour donner une illusion de légitimité à sa parodie. Il fit un signe impatient à Samuel, s'attendant à une question simple et soumise. Samuel se leva lentement, son vieux corps se redressant avec une dignité nouvelle. Il regarda Alister, puis Éléanore. D'une voix lente et grave, qui portait dans le silence de la nuit, il posa sa question. « Le maître dit que vous avez manqué de respect envers sa propriété, » dit-il, en appuyant délibérément sur le dernier mot. « Y a-t-il eu d'autres occasions où vous avez remis en question ses décisions concernant sa propriété ?» La question était une porte ouverte, une invitation parfaitement formulée. Il ne parlait pas seulement des terres ou des biens, mais de tout ce qu'Alister considérait comme sien, y compris les êtres humains. Éléanore comprit immédiatement la perche que Samuel lui tendait. L'alliance silencieuse était devenue une collaboration active. Elle prit une profonde inspiration, prête à livrer le coup le plus dévastateur. « Oui, » répondit-elle, sa voix résonnant avec une clarté glaciale. « J'ai contesté la décision du juge de déclarer la mort accidentelle du jeune Toby, l'année dernière. J'ai insisté sur le fait que les marques sur son corps ne correspondaient pas à une chute de cheval, mais plutôt au coup répété d'une cravache de surveillant. J'ai suggéré que sa mort était un meurtre, ce qui aurait obligé le juge à mener une enquête et à potentiellement perdre un surveillant de valeur. Le silence qui suivit fut absolu, brisé seulement par le crépitement des torches. Elle venait d'accuser publiquement son mari de couvrir un meurtre pour protéger ses intérêts financiers. La victime, Éléanore, était devenue l'accusatrice. Et le juge, Alister, se retrouvait soudain dans le box des accusés. Alister Vance fut frappé par la stupeur. L'accusation de meurtre, lancée avec un calme si glacial au milieu de sa propre mise en scène, le laissa sans voix pendant un instant. Une vague de fureur pure monta en lui, son visage passant du blanc au rouge, sous la lueur des torches. Il retrouva sa voix, un rugissement destiné à écraser l'insolence de sa femme. Il traita ses paroles de divagations hystériques, les mensonges d'une femme désespérée prête à tout pour échapper à son juste châtiment. Il balaya l'air d'un geste méprisant, comme pour chasser les mots empoisonnés qui flottaient dans l'air. Mais l'impact avait été trop fort. Un frisson collectif avait parcouru l'assemblée. Les voisins blancs se regardaient avec un malaise palpable, tandis que les esclaves restaient immobiles, leurs visages des masques de pierre, cachant une attention soudainement plus vive. Alister sentait le contrôle de son propre spectacle lui échapper, mais dans son arrogance, il était convaincu de pouvoir encore l'aile, écrasé par la force de sa volonté. Éléanore, cependant, ne lui laissa pas le temps de reprendre pied. Imperturbable, elle continua, s'adressant une fois de plus directement à Samuel, comme si Alister N était qu'un bruit de fond insignifiant. Mon mari m'a aussi accusé d'avoir outrepassé mes fonctions en examinant ses registres comptables. C'est également la vérité. Sa voix était posée, factuelle, celle d'une personne relatant des faits établis. J'ai remarqué des écarts récurrents entre les quantités de coton déclarées vendues au port de Savannah et les sommes réellement déposées sur le compte de la plantation. Des sommes importantes semblaient se volatiliser à chaque transaction. Elle ne l'accusait pas ouvertement de vol, mais la suggestion était si claire, si précise, qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Elle exposait une fraude systématique, non pas devant un tribunal officiel, mais devant ses partenaires commerciaux et rivaux, qui se tenaient là, dans l'assistance, et qui commençaient à se demander s'ils n'avaient pas eux-mêmes été floués par le juge Vance. Samuel joua son rôle à la perfection. Il se racla la gorge, comme un vieil homme peinant à suivre des affaires si complexes. « Alors maîtresse, dit-il d'une voix lente et délibérée, vous dites que vous vous inquiétiez pour la bonne marche du domaine? Vous pensiez que le maître faisait une erreur dans ses calculs? » La question était un chef-d'œuvre, œuvre de fausse naïveté. Elle offrait à Éléanore une justification honorable pour son ingérence, tout en la forçant, en apparence, à donner plus de détails sur les erreurs de son mari. Alister, aveuglé par sa rage, ne vit pas la manœuvre. Il ne vit qu'un vieil esclave lent d'esprit posant une question stupide, donnant plus de temps de parole à cette femme qu'il voulait faire taire. Il ne comprit pas que le procès N était plus le sien. Il était devenu celui d'Éléanore et de Samuel, et il n'en était plus que le spectateur impuissant. La rage d'Alister explosa.
Assez, hurla-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. Je ne tolérerai pas que ma cour soit souillée par de telles calomnies. Ce sont les mensonges d'une femme stérile et aigrie. Il se tourna vers le banc des jurés, son doigt pointé et tremblant de colère. Et vous, naine, écoutez pas son venin. Votre devoir est de juger ses fautes, pas de vous laisser abuser par ses contes. Rappelez-vous qui est votre maître et ce qui arrive à ceux qui l'oublient. Sa menace était à peine voilée. Il rappelait à ces hommes que leur vie et celle de leur famille dépendaient de son bon vouloir. Mais sa fureur, son manque de contrôle, produisirent l'effet inverse de celui escompté. Il n'apparaissait plus comme un maître tout-puissant et un juge impartial, mais comme un tyran acculé, effrayé par la vérité. Son autorité fondée sur une image de calme et de domination, commençait à se fissurer sous les yeux de tous. Éléanore profita de cette explosion de colère pour porter un autre coup, encore plus personnel et dévastateur. Elle attendit que le silence retombe, puis reprit d'une voix douce mais audible. Enfin, le juge m'accuse d'avoir négligé la gestion des provisions de la plantation. C'est exact. J'ai cessé d'approuver les commandes il y a 6 mois, lorsque j'ai remarqué l'achat de quantités inhabituelles de laudanum, bien plus que ce que nécessitait l'infirmerie. Elle marqua une pause, laissant la signification de ces mots s'installer. Ces commandes coïncidaient étrangement avec la mortalité infantile élevée dans le quartier des esclaves cet hiver. On disait que les bébés étaient trop faibles pour survivre, mais je me demandais si on ne les aidait pas à trouver le sommeil éternel pour éviter de nourrir des bouches jugées inutiles. Un murmure d'horreur pure parcourut la section des esclaves. Elle venait de donner une voix à leur peur la plus sombre et la plus secrète, accusant son mari de l'infanticide le plus cruel, pour des raisons purement économiques. L'atmosphère du procès avait basculé de manière irréversible. Ce haine était plus le spectacle de l'humiliation d'une femme, mais la mise à nu publique d'un monstre. Les planteurs voisins haine échangeaient plus de regards gênés, mais des regards chargés de suspicion et de dégoût. Ils se distançaient déjà mentalement d'Alistair Vance, un homme dont les crimes, s'ils étaient avérés, pourraient rejaillir sur eux tous. Ils étaient venus pour assister à la chute d'une femme, ils étaient en train d'assister à l'effondrement moral d'un de leurs pères. Du côté des esclaves, la peur était toujours présente, mais elle était désormais mélangée à une lueur nouvelle dans leurs yeux. Ils regardaient Éléanore non plus comme leur maîtresse, mais comme une improbable championne de leur souffrance. Dans ce théâtre de la cruauté, elle avait retourné le projecteur sur le bourreau, et la lumière était aveuglante. Comprenant enfin, mais bien trop tard, qu'il avait perdu totalement le contrôle de la situation, Alistair décida de mettre un terme à la mascarade. Il ne pouvait plus la laisser parler. Chaque mot qu'elle prononçait était un clou de plus dans son cercueil. D'une voix étranglée par la fureur, il se leva. Le témoignage de l'accusé est terminé. Les preuves sont accablantes, déclara-t-il, essayant de reprendre son rôle de juge. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer et rendre son verdict. Et je vous préviens, ajouta-t-il en fixant Samuel d'un regard meurtrier, je n'attends qu'un seul verdict. Celui de coupable. Il était persuadé que sa menace directe suffirait. Il croyait encore que la peur était l'arme la plus puissante et qu'elle lui garantirait la victoire. Il sous-estimait la force de la vérité qu'Éléanore venait de déchaîner, et le courage qu'elle avait inspiré chez l'homme, qui l'avait forcé à devenir son juge. Les 5 esclaves, Samuel en tête, furent conduits à Slum, écart, derrière la grande maison, pour délibérer. Le silence qui s'abattit sur la cour était plus lourd que la chaleur humide de la nuit de Géorgie. Alistair Vance, lui, observait la scène depuis son porche, un sourire de triomphe à peine dissimulé. Il était certain que sa menace avait porté ses fruits. La peur, pensait-il, était le plus loyal des conseillers. Il imaginait déjà la suite. Un verdict de culpabilité, suivi d'une sentence humiliante, qui briserait Éléanore à jamais, et réaffirmerait son autorité incontestée. Les invités blancs attendaient, curieux de voir comment le juge allait conclure son spectacle macabre. Les esclaves, eux, restaient immobiles, leurs visages impassibles cachant un mélange de crainte et d'une nouvelle fragile lueur d'espoir. Éléanore restait assise, le dos droit, son regard perdu dans le vide, attendant le coup de grâce ou le miracle. Leur délibération fut d'une brièveté déconcertante. Moins de 10 minutes plus tard, les 5 hommes revinrent, marchant lentement à travers la cour illuminée par les torches. Samuel s'avança, son visage âgé impénétrable, ne trahissant aucune émotion. Il ne tenait aucun papier, ses mains étaient vides. Il s'arrêta au centre de l'espace, à égale distance du porche du maître et du tabouret de l'accusé. Le silence devint si total, qu'on pouvait entendre le crépitement des flammes, et le chant lointain des criquets. Tous les regards étaient fixés sur lui, ce vieil esclave à qui l'on avait confié un pouvoir factice. Alistair se pencha en avant sur sa chaise,
son sourire élargissant, savourant déjà sa victoire. Il fit un signe de tête impatient à Samuel, lui ordonnant silencieusement de prononcer les mots qui l'attendaient, les mots qui allaient sceller le destin de sa femme et clore ce chapitre de sa vie avec la cruauté qu'il chérissait. La voix de Samuel, grave et sans tremblement, éleva dans la nuit. Après avoir examiné les accusations portées contre l'accusé, et après avoir entendu son témoignage, nous, le jury, la déclarons coupable. Un soupir de soulagement et de satisfaction parcourut les rangs des invités blancs. Alistair laissa éclater un rire bref et cruel, un son sec et arrogant qui brisa le silence. La victoire était totale, la soumission absolue. Mais Samuel n'avait pas terminé. Il attendit que le rire de son maître éteigne, puis reprit, sa voix élevant d'un ton, plus forte et plus claire que jamais. Coupable, de posséder une conscience dont son maître est totalement dépourvu. Le rire d'Alistair mourut dans sa gorge. Un murmure stupéfait parcourut la foule, un son qui se transforma en un silence de choc absolu. Le verdict, N, était pas un verdict, C, était une condamnation, mais elle ne visait pas la bonne personne. Avant qu'Alistair ne puisse transformer sa stupeur en un ordre de mort, Samuel fit quelque chose d'impensable. Il tourna le dos à son maître, un acte d'une insubordination si totale qu'il équivalait à un suicide. Il fit face aux planteurs voisins, ces hommes blancs qui représentaient le seul pouvoir qui comptait dans ce monde. Son regard balaya leur visage surpris et confus. Ilman était plus un esclave rendant un verdict forcé. Il était devenu un témoin, un accusateur public, utilisant la scène que le juge lui avait offerte pour retourner le procès contre son créateur. Dans ce geste audacieux, il s'emparait de l'autorité qu'Alistair avait cru lui prêter pour la forme, et la transformait en une véritable arme de justice. Il allait maintenant prononcer la sentence, non pas celle d'Eleanor, mais celle du juge Alistair Vance, devant ses pairs et rivaux. D'une voix claire et posée, comme s'il lisait un registre officiel, Samuel commença son réquisitoire. L'accusée a avoué avoir contesté la vente de la parcelle nord. Elle l'a fait car le juge Vance a vendu les droits de la rivière séparément, pour une somme en liquide qui n'a jamais été déclarée. Les visages des planteurs voisins se durcirent. La cruauté envers un esclave était une chose, mais la malhonnêteté en affaires entre pairs en était une autre, bien plus grave à leurs yeux. Samuel continua, implacable. Elle a avoué avoir examiné les registres, découvrant que les profits déclarés du coton de Savannah étaient systématiquement inférieurs aux sommes réellement perçues. Chaque phrase était un coup de marteau sur la réputation d'Alistair. Illen était plus seulement un mari cruel. Il était un escroc, un homme indigne de confiance aux yeux de sa propre caste. Samuel ne s'arrêta pas là. Sa voix ne faiblissait pas alors qu'il évoquait le jeune Toby, l'esclave adolescent dont la mort accidentelle cachait un meurtre brutal commis par un surveillant, un crime que le juge avait étouffé, pour ne pas perdre un employé de valeur. Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Puis il parla des commandes excessives de l'eau d'un homme, et de la coïncidence troublante avec les nombreux bébés esclaves morts durant l'hiver, suggérant l'impensable. L'infanticide, par souci économie. Il ne criait pas, il ne montrait aucune émotion. Il se contentait d'énumérer les faits révélés par Eleanor, et cette froideur rendait l'horreur de ses paroles encore plus percutante. Ce N était plus de la fraude, C était de la monstruosité. La femme d'un planteur laissa échapper un petit cri étouffé. Le juge Vance N était plus un homme respectable, il était un monstre démasqué. Le procès était terminé mais C était celui d'Alistair Vance qui venait de se conclure par un verdict de culpabilité unanime et silencieux. Il se tenait sur son porche, figé, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Son visage, éclairé par les torches, était un masque de fureur impuissante et d'humiliation totale. L'humiliation qu'il avait si méticuleusement orchestrée pour sa femme venait de lui retomber dessus avec une force décuplée, devant ses voisins, ses rivaux et ses esclaves. Le pouvoir qu'il avait bâti sur la peur et la réputation venait de s'effondrer en quelques minutes. Eleanor, de son côté, observait la scène, non pas avec la joie de la victoire, mais avec la gravité solennelle de celle qui a tout sacrifié pour que la vérité éclate enfin. La structure de pouvoir de la plantation Vance venait d'être brisée, non par la violence, mais par le courage de deux personnes qui n'avaient plus rien à perdre. Les jours qui suivirent le procès furent un cauchemar réveillé pour Alistair Vance. Ses voisins planteurs, horrifiés non pas tant par sa cruauté que par l'exposition publique de ses fraudes et de sa dépravation, lui tournèrent le dos. La nouvelle de ses crimes se répandit comme une traînée de poudre à travers le comté,
détruisant sa réputation avec une efficacité redoutable. Des créanciers, alertés par les rumeurs de détournement de fonds, commencèrent à exiger le remboursement immédiat de leurs dettes. Des enquêtes officielles furent discrètement lancées concernant la vente des terres et les irrégularités comptables. En l'espace de quelques mois, son empire bâti sur la peur et le mensonge s'effondra. Ostracisé, acculé financièrement et moralement anéanti, Alistair fut contraint de vendre ses terres, ses biens, et même la grande maison blanche qui avait été le théâtre de son triomphe et de sa chute. Il termina ses jours seul, ruiné et oublié, un paria dans la société qu'il avait autrefois dominée, hanté non pas par le remords, mais par le souvenir de l'humiliation subie. Le courage de Samuel et des 4 autres jurés ne resta pas impuni. Dans un dernier acte de vengeance impuissante, avant de perdre totalement le contrôle de son domaine, Alistair les fit vendre. Ils furent séparés et envoyés vers les plantations de canne à sucre de la lointaine Louisiane, une condamnation à une mort lente et brutale. Personne ne les revit jamais. Cependant, leur acte de défi ne mourut pas avec eux. L'histoire du verdict, coupable de posséder une conscience, se transmit de bouche à oreille dans les quartiers d'esclaves de toute la Géorgie. Elle devint une légende, un conte secret chuchoté la nuit, un symbole puissant que l'intelligence et la dignité pouvaient être des armes plus tranchantes qu'un fouet. Samuel devint un héros silencieux, un martyr dont le sacrifice rappelait à tous que même dans les chaînes les plus lourdes, l'esprit pouvait rester libre, et que la vérité, une fois libérée, ne pouvait plus jamais être entièrement réduite au silence. Leur punition devint le terreau de leur immortalité. Au milieu du chaos de la chute d'Alistair, Eleanor agit avec une rapidité et une discrétion remarquables. Utilisant le scandale public comme un levier irrésistible, elle obtint sans difficulté l'annulation de son mariage auprès des tribunaux, invoquant la cruauté et la dépravation de son mari, des faits désormais de notoriété publique. Une fois sa liberté légalement acquise, elle ne chercha ni vengeance ni reconnaissance. Elle rassembla ses quelques effets personnels, liquida la part de la succession qui lui revenait, et quitta la Géorgie pour toujours. Elle disparut, se retirant du monde qu'il avait tour à tour honoré et condamné. Pour la bonne société du Sud, elle devint une figure d'infamie, la femme qui avait trahi sa classe pour détruire son mari. Mais pour d'autres, son nom devint synonyme de courage et d'une forme de justice inattendue. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Le domaine Vance n'exista plus. Les terres furent divisées et vendues, et la grande maison tomba lentement en ruine, un monument fantomatique à l'orgueil déchu d'un homme. Mais l'histoire de cette nuit-là survécut, transformée en un avertissement et une leçon. Elle rappelait que le pouvoir absolu corrompt absolument, et que la cruauté, lorsqu'elle devient un spectacle, peut se retourner contre son metteur en scène de la manière la plus spectaculaire. Plus que tout, elle enseignait que la plus grande arrogance d'un tyran est de sous-estimer l'intelligence et la force morale de ceux qui l'a servi. Dans une société fondée sur la déshumanisation, le simple fait de reconnaître la vérité et de la nommer à voix haute fut un acte de rébellion si profond qu'il fit trembler les fondations d'un petit royaume. La vérité, même prononcée sur la plus perverse des scènes, était restée l'arme la plus redoutable.